Bonsoir fidèles auditeurs, vous l'avez compris, c'est l'heure de votre émission Le Niger sur Kalangou. Pour la présentation de ce soir, je suis Salamot Kadiri, accompagné de Tarnan Foudé Ahmed. Bonsoir Sakis. Oui, bonsoir Salamatou, c'est vrai c'est mon pseudo, Sakis Tarnan. Ouais. Voilà, et toi ça va? Ouais, alhamdulillah, je me porte bien Tarnan là. Alors, un clin d'œil à nos amis qui nous accompagnent ce soir, à Moussa Hassan à l'édition, Issa Lawali qui assure la technique. Alors, Salamatou, qu'est-ce qu'on a au menu ce soir? C'est comme d'hab internat, nous avons préparé des rubriques riches et captivantes. Les reportages région nous amènera ce soir à Tilabiri, un moment loti avec les femmes du studio Kalangour et bien sûr la page sport. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir M. Younous Moussa, un doctorat en anthropologie visuelle. Il est avec nous, il va nous éclairer sur l'anthropologie visuelle, mais aussi sur son travail qu'il a fait. Il va se présenter tout de suite. Auditrice auditeur du studio Kalango, encore une fois de plus, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Notre émission Le Niger sur Kalango, comme nous l'avons annoncé, nous avons notre invité, M. Younous Moussa, il est avec nous, mais on va lui laisser se présenter, n'est-ce pas Salamatou? Oui, bonsoir M. Younousa. Bonsoir Madame Salamatou. Merci beaucoup. Et bonsoir à vous également. Merci beaucoup. Je suis Moussa Hamani Younousa, et doctorant en anthropologie visuelle à l'université de Maroua, mais sur le compte de l'université de Niamey. Voilà, bienvenue M. Younousa. Avant d'entamer l'entretien, on va d'abord écouter la musique, n'est-ce pas Salamatou? Et oui, Ouahidjo de Kitari. De Kitari. Ah ouais, on kiffe. Une très belle chanson, et c'est bien la sûr. chanson du moment. Aka yi wasa ranar murna yan wayanku na ta murna ko ina su ce ko mine su ce daga zamne ne daga kwance ne daga tsaye ne suna murna zamne ne kwance ne tsaye ne suna ta rawa suna ta taka gilling ana ta taka juyi. Fidèles auditeurs, Ouahidjo est le titre que vous êtes en train d'écouter de son vrai nom, Mohamed Kitari Harouna Koulibaly. Plus connu sous le nom de Kitari, est un auteur-compositeur-interprète nigérien de musique urbaine, né le 21 décembre 1996 à Niamey. Et oui bien, Salamatou Kitari, relevé en 2019, il est devenu une figure majeure de la musique nigérienne, notamment grâce à son succès Aïe. Il a représenté le Niger à The Voice à Afrique francophone. Tarnan, on profite pour dire bonjour aussi à tous les Ouahidjo qui nous écoutent actuellement. Et surtout à tous ceux qui aiment la musique nigérienne, le hip-hop made in Niger. Ah ouais, là où on y va. A gidanki zaune kwanciyar hankali ne Allah za ya baku ni ginda sambu imama ni heno ni ginda sambu sambu ni ginda sambu wayo ni ginda sambu imama ni heno ni ginda sambu sambu ni ginda sambu wayo ni ginda. Sambu, imama ni heno, ni ginda sambu.
Vous l'avez compris, c'était Kitari, l'une des stars de Demendar, elle est déjà une star de la musique moderne nigérienne. Retour au studio après cette belle musique de Kitari pour s'entretenir avec notre invité qui s'est déjà présenté. Docteur, une fois encore de plus, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Voilà, on va rentrer directement dans les buts du sujet. Pouvez-vous nous parler de l'anthropologie visuelle et qu'est-ce qui la différencie de l'anthropologie tout court? D'accord, merci beaucoup pour cette occasion pour un peu parler de l'anthropologie visuelle de manière générale. Donc, l'anthropologie visuelle, c'est cette anthropologie-là qui essaie de mettre l'audiovisuel dans sa démarche méthodologique. Donc, elle fait appel à tout ce qui est outils, les médias, dans la compréhension des cultures, des sociétés et tout ce qui est pratique humaine. Donc, c'est ça qui fait la différence de l'anthropologie visuelle à l'anthropologie classique, qui est une discipline qui se base sur les méthodes comme l'entretien et les observations pour collecter des informations afin de comprendre les sociétés et divulguer les informations. De vulgariser plutôt les informations. Et docteur, quelle est l'importance de l'anthropologie visuelle en ce moment? En ce moment, avec l'évolution de la technologie, il faut le dire que les gens n'ont pas assez de temps pour lire les textes. Donc l'anthropologie visuelle vient révolutionner, pas mettre à l'écart l'anthropologie, mais elle vient révolutionner l'anthropologie en essayant de représenter les cultures, les sociétés à travers les films ethnographiques que nous faisons. Donc ces films ethnographiques, les sociétés elles-mêmes essayent de parler d'elles-mêmes dans le film. Donc cette fois-ci, ce n'est pas une mise en scène, c'est plutôt un cinéma réel. Réel? Oui. Donc le cinéma réel, cinéma direct. Direct? Donc oui, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas d'écriture de scénario. Les truquistes n'existent pas? Rien. On parle de la société telle qu'elle se présente. Okay. Donc on représente cela à travers nos films qu'on appelle les films ethnographiques. Voilà, docteur, ça veut dire une révolution dans le domaine de l'anthropologie. Nos auditeurs aimeraient savoir aujourd'hui comment l'anthropologie visuelle peut-elle contribuer à la compréhension des cultures et des sociétés africaines, en particulier au Niger. Et pour le dire, il faut dire que l'anthropologie classique se basait sur les données écrites, donc les données empiriques qu'on collectait sur le terrain. On essayait de reproduire cela dans des textes, dans des documents pour les vulgariser. Donc la dissémination du savoir. Aujourd'hui, cette dissémination du savoir se fait de manière audiovisuelle. Donc au lieu d'entendre parler de telles choses, on le voit directement. C'est comme récemment, à l'ouverture de la rencontre internationale de l'anthropologie visuelle, où nous avons projeté un film qui parlait de la drépanocytose, le parcours thérapeutique de la drépanocytose. Au lieu d'entendre parler, on a vécu ensemble dans la salle ce que les patients de cette maladie endurent et ce que les médecins aussi endurent. Donc c'est une manière simultanée de voir le réel qui se passe, ce qui se passe réellement sur le terrain. Et docteur, dans le cadre de recherche en anthropologie visuelle, quels sont les outils et les méthodes qui sont utilisés? Bon, les outils et les méthodes de l'anthropologie visuelle, tout comme l'anthropologie, s'inscrivent dans une démarche qualitative. D'abord, cette démarche fait appel à des techniques de collecte de données qu'on appelle l'entretien, on a l'observation, on a la recherche documentaire et les récits de vie. Et cette anthropologie visuelle essaye de combiner ces anciennes techniques de collecte de données à l'audiovisuel. Donc l'audiovisuel vient en appui, non pas pour remplacer, mais vient en appui à ces autres techniques-là pour la bonne compréhension de nos sociétés, de nos cultures et de nos croyances. Docteur, on va ajouter une question parce que là, vous mettez trop accent sur l'audiovisuel. Et comme d'abord l'anthropologie visuelle l'exige, est-ce que vous recrutez des caméramans, vous recrutez des journalistes, des personnes qui ont des compétences dans le domaine de l'audiovisuel pour accompagner l'étudiant ou bien vous faites le travail vous-même? Et la particularité de l'anthropologue visuel, et il faut le dire que l'anthropologue visuel, il est le all-in-one.
C'est-à-dire, c'est lui qui est le Tu as compris, réalisateur. all in one? Non, il est en train d'expliquer ça. Ok, d'accord. Donc, c'est lui le réalisateur, c'est lui le caméraman qui cadre, c'est lui le monteur, c'est lui le preneur de son, c'est lui qui fait le tout pour lui-même. Mais cela n'empêche, s'il a des moyens, il peut engager une équipe sur le terrain pour la collecte des données filmiques. Voilà, merci docteur. Restez avec nous, chers auditrices, auditeurs du studio Kalangu. Avant de poursuivre la deuxième partie de notre entretien avec docteur Younous Moussa, nous allons encore écouter de la musique. Et Salamat Kadri, cette fois-ci, nous a proposé Tamala du groupe Les Cigales Du Sahel. Fidèles auditeurs, cette chanson, je l'offre à tous les Maïgas à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangu, de Niamey à Tilaberi et bien sûr au Maïga. Pourquoi pas au Maïga d'Agadez, une façon de faire aussi un coucou à nos cousins de l'autre côté. Mais pourquoi à Maïga tout court? Pourquoi pas aux autres? Parce que nous sommes les patrons des Maïga. Et moi, je les dédie à tous ceux qui nous écoutent, surtout les Touaregs, du Mali et d'ailleurs. Et les Armands aussi. Fidèles auditeurs, vous venez d'écouter Tamala du groupe Les Cigales du Sahel et nous continuons les échanges avec notre invité du jour. Docteur, avez-vous déjà fait des recherches ou vous êtes en train de le faire dans le cadre d'anthropologie visuelle? Oui, effectivement, je suis inscrit, comme je le disais tantôt, et en thèse à l'université de Maroua et je travaille sur la fête de Bianou. J'essaie de comprendre les dynamiques socio-culturelle et économique autour de cette célébration à Agadez. Donc présentement, j'ai déjà un film qui est prêt
dans ce cadre-là, un film ethnographique qui est intitulé L'âme d'Agadez. L'âme d'Agadez. Ouais. Docteur, vous avez choisi Biano pour vos recherches. Quels sont vos thèmes de prédilection à part Biano? Et surtout, nous voulons savoir qu'est-ce qui vous a motivé à choisir Biano. Bon, pour les thèmes de prédilection, il faut dire que l'anthropologie visuelle essaie de toucher tout ce qui est thématique. Donc l'anthropologie visuelle peut toucher la question économique, la question sociale, culturelle, politique, la migration, tout ce qui s'ensuit. Et moi, pour ma petite histoire, la fête de Biano, je ne connaissais pas la fête de Biano quand je voulais m'inscrire en thèse. Je l'ai connue à l'université quand les étudiants ont commencé à célébrer cette fête. Au sein de l'université. Donc nous autres. Bon, peut-être vous. Oui. Donc c'est en ce moment, j'ai vu une fête qui m'est parue nouvelle, vu l'accoutrement, les parures que les danseurs portaient et les instruments de musique. Donc tous ces éléments-là m'ont poussé à me poser des interrogations et à vouloir comprendre qu'est-ce que cette fête, d'où ça vient, qui sont les organisateurs, qui sont les initiateurs. Et je vais faire ma petite recherche sur le net, essayer de comprendre c'est quoi Biano. Et je me rends compte qu'il n'y a pas de publication scientifique sur cette thématique. Et après, j'ai continué à faire des recherches documentaires, à faire une exploration et l'occasion m'est tombée dessus de faire une thèse. J'ai dit bon, ça c'est une belle occasion pour faire une thèse sur cette thématique afin de bien la comprendre dans sa globalité. Docteur Younoussa, comment vos travaux en anthropologie visuelle vont-ils contribuer à la compréhension des cultures de la société nigérienne et comment vont-ils promouvoir celle-ci? Et quand nous travaillons, nous le faisons de façon, je vais dire réelle, comme je l'ai dit tantôt, c'est le cinéma direct. Qui dit cinéma direct, il n'y a pas une mise en scène qui est faite au préalable. Donc, l'étudiant qui part sur le terrain pour collecter des informations, il a quelqu'un qu'on appelle informateur, son protagoniste, qui le guide dans sa démarche. Donc, c'est ce protagoniste-là qui va lui permettre de faire un film. Ensuite, c'est lui le fil conducteur de son film. Et celui-ci peut combiner d'autres protagonistes en les mettant ensemble. Donc, quand ce joyau va sortir du laboratoire, donc je vais dire le film ethnographique, donc on voit le concret et non de l'abstrait. Parce que quand on lit souvent, on s'imagine. Oui. Or là, on vit la réalité du vécu de l'acteur lui-même. Donc cela permet d'impacter de manière directe les décideurs, que ce soit les décideurs, les agents des ONG ou autres organismes. Donc c'est cela. Voilà. Docteur, quels sont vos futurs projets en tant que doctorat en anthropologie visuelle? Et bon, pour parler de futurs projets, je vais parler d'abord de l'anthropologie visuelle au Niger. Oui, ok, allez-y. Oui, je touche cela un peu pour parler de futurs projets. L'anthropologie visuelle au Niger, elle est très récente. Elle est créée en 2023 récemment. Donc on a actuellement 3 promotions à l'université Abdou Moumouni. Donc déjà la première promotion a soutenu. Elle a été recrutée en 23-24 et déjà elle a soutenu. Donc la deuxième promotion est en train de faire le film ethnographique. Donc chacun produit un film ethnographique au-delà du texte. Donc la troisième promotion vient de faire sa rentrée. Donc c'est une continuité. Et nous, ce que nous aimerions étudier dans le futur, c'est toujours les événements culturels de nos sociétés. Par exemple, moi j'ai étudié présentement le Biano. Et autour du Biano, il y a tout un artefact traditionnel qui se trouve. Les instruments de musique, l'accoutrement, les tuntous, tout ce qui est artefact. Moi, j'aimerais les approfondir pour que nos sociétés puissent comprendre la valeur qu'on a, la richesse culturelle qu'on a dans nos sociétés. Donc, c'est cela. Voilà, docteur, une dernière question. Comment maintenant envisagez-vous d'appliquer vos connaissances et vos compétences pour contribuer au développement de notre pays? Déjà, le fait de produire une connaissance est déjà un premier pas. Maintenant, le mettre à la disposition des décideurs, c'est encore un autre pas. Et la mise en application par les décideurs, c'est un troisième niveau. Donc, nous, ce qu'on fait, on essaye de rassembler tout le monde.
que tu sois sociologue, anthropologue, juriste et journaliste, on accueille tout le monde pour travailler. Donc, c'est là les expériences individuelles permettent d'avoir un bon rendement. Et ce rendement, il est mis à la disposition du public. Il est mis à la disposition des décideurs. Donc, ce qu'on envisage faire maintenant, c'est de faire des projections de ce que nous avons produit. Donc, la dissémination de nos connaissances, de nos savoirs. Donc, on essaye de voir dans tel quartier, on a fait tel film, il faut le projeter pour que la population puisse s'enquérir de ce qui a été fait ou bien de ce qui mine nos sociétés. Voilà, docteur, merci encore une fois de plus. Merci d'accepter de venir ici à Kalango pour s'entretenir sur l'anthropologie visuelle et sur votre travail, tout en espérant qu'on se retrouvera encore dans un autre numéro. Oui, merci beaucoup et excellente journée à vous. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège, l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège, l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Fidèles auditeurs, place à présent la rubrique hebdomadaire environnement de ce mercredi 4 février 2026. Oui, Salamatou, le lundi passé, un feu de brousse s'est déclaré dans la commune rurale de Tama, département de Bouza, où plus de 80 hectares de matière sèche a été ravagé grâce à la mobilisation de la population. Le feu a été maîtrisé. Le directeur départemental d'environnement de Bouza, colonel Gilbert Aloké, explique l'étendue des dégâts. On l'écoute. C'est un cas de feu de brousse qui s'est déclaré sur les collines de Tama. Quand l'information est arrivée au niveau du service communal, en tout cas, il y a eu la mobilisation du communal et aussi de la population pour essayer d'éteindre le feu. Quelle est l'ampleur des dégâts causés par ce sinistre? Les dégâts sont causés sur les pâturages et aussi quelques lignées. Donc la superficie brûlée a été estimée à peu près à 80 hectares. Donc 80 hectares, c'est à peu près une vingtaine de tonnes de matière sèche qui est brûlée. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce feu de brousse? La cause en tout cas de ce feu, les humaines, ça a été causé par accident par une personne et la mobilisation a permis en tout cas de limiter un peu les dégâts. Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour prévenir ce genre de situation? Par rapport à la prévention, en tout cas, c'est les deux luttes qu'on fait. C'est la lutte passive et la lutte active. La lutte passive, c'est les sensibilisations. Depuis le début de la saison, en tout cas, il y a eu plusieurs missions de sensibilisation avec le préfet, les autorités communales et les chefs religieux. Donc, la population a été sensibilisée sur les comportements à observer pour ne pas causer les cas de feu. Donc ça, c'est en ce qui concerne la sensibilisation. La lutte active, dès qu'il y a un cas de feu, en tout cas, la population se mobilise pour aller essayer d'éteindre les feux. Maintenant, par rapport au pâturage qui est brûlé, c'est avec les partenaires au développement. Donc dans la zone, il y a eu plusieurs actions de récupération des terres pour un peu essayer de réhabiliter certains sites. Maintenant, si on va un peu plus loin, ce qui est fait en termes d'appui à la population. Nous, on envoie juste la situation des cas de feu avec les dégâts causés. Maintenant, les appuis, ça concerne aussi les autres services, notamment en ce qui concerne les systèmes d'alerte précoce et les aides qu'on fait aux populations. Après la saison des pluies, il y a eu plusieurs cas de feu de brousse dans le département de Bouza, en tout cas une dizaine de cas de feu. Donc les dispositions prises, je le disais tout à l'heure, c'est la sensibilisation. Donc en ce qui concerne la lutte contre les feux, notamment les bandes par feu, dans le département, il n'y a pas actuellement de partenaires qui se prononcent par rapport aux bandes par feu. Mais ce qu'on fait, en tout cas, on essaie un peu de dégager les zones là où les feux peuvent causer beaucoup de dégâts. Voici un peu ce que nous faisons, en tout cas, pour un peu atténuer les risques de feux de brousse dans le département. Chers auditeurs, c'était la rubrique hebdomadaire Direction Tillabéri pour le Code des régions. Le Conseil de jeunes de Tillabéri a organisé samedi dernier un forum dénommé Tilberi Halassi. Objectif, la reconstruction d'une jeunesse consciente aux nouvelles orientations du CNSP pour l'avènement d'un Niger nouveau. Écoutons Ousseini Daouda, président régional des jeunes de Tillabéri. L'initiative que nous avons lancée
qui s'appelle Un jeune, un citoyen modèle. C'est une initiative qu'on a conçue après réflexion et qu'on a décidé vraiment de lancer pour une première cohorte de formation de 200 jeunes leaders sur le changement de mentalité et la citoyenneté. Donc cette initiative, nous l'avons faite parce que nous avons constaté beaucoup de manquements au niveau de la prise de conscience, au niveau de la jeunesse, mais au-delà au niveau de la population, parce que nous pensons que le changement de mentalité aujourd'hui est une priorité pour que le processus de refondation enclenché par nos autorités puisse être une réalité. La région de Tillabéri fait face à l'insécurité. Que peut être la contribution de la jeunesse? La contribution de la jeunesse de Tillabéri dans la consolidation de la paix, si vous voulez, ou dans le processus de sécurité, c'est évidemment la collaboration, parce qu'aujourd'hui, même les grandes nations se sont développées à travers, bien sûr, le renseignement. Aujourd'hui, la situation sécuritaire que traverse la région ne peut pas laisser quelqu'un indifférent, parce que nous sommes, en tant que jeunes, la couche la plus importante de la région et du pays. Nous sommes ceux et celles qui sont, je pense, conscients des enjeux que traverse le pays. Et donc la contribution des jeunes, c'est vraiment de collaborer avec les forces de défense et de sécurité, de les aider. C'est nos frères, ils se battent pour le pays, ils se battent pour la souveraineté sécuritaire. Ce processus-là qui est lancé, c'est pour eux, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, parce que c'est nous qui serons héritières en tant que jeunesse, héritières bien sûr des fruits de ce combat qui est déclenché aujourd'hui. Donc si nous voulons que ça réussisse, il va falloir que nous nous donnions à fond, il va falloir que nous consentions des sacrifices, ultimes soient-ils, pour permettre vraiment à la génération future qui va arriver d'en bénéficier. La jeunesse, un modèle citoyen, est-il possible? Bien sûr que c'est possible. La jeunesse peut être un citoyen modèle, les jeunes peuvent être des citoyens modèles, mais ça doit passer effectivement et obligatoirement par la prise de conscience, par le changement de mentalité, par des comportements citoyens, par de bons comportements. Et c'est pourquoi nous avons lancé cette initiative Un jeune, un modèle, pour former les jeunes. Pour le moment, on a fait une cohorte de 200 jeunes. Bien sûr, après, nous allons lancer d'autres cohortes, et cela dans presque tous les départements et toutes les communes de la région, pour que les jeunes puissent vraiment, véritablement être des citoyens modèles, que les anciens comportements qu'on puisse les abandonner, le refus de travail, qu'on puisse l'abandonner. Le fait est que la jeunesse aujourd'hui compte sur l'État, compte sur le gouvernement pour s'embaucher, pour être employé. Il faut que ça change, il faut que les jeunes demandeurs d'emploi puissent être eux-mêmes créateurs d'emplois et puissent être des employeurs pour le développement économique, social du Niger. Fidèles auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou et faisons place au sport avec notre chroniqueur du jour, Habibou Garba. Bonsoir Habibou. Bonsoir Salamatou, bonsoir Tarnar. Bonsoir Habibou et bienvenue. Habibou, parlons du mercato international du football. Commençons avec Karim Benzema. Oui, et Salamatou, c'est un transfert renversant qui continue de faire du bruit en Arabie Saoudite 2 ans et demi après son arrivée à Al-Ittihad en Saudi Pro League. Karim Benzema a choisi de quitter son club afin d'en joindre un autre club de la même ligue durant cette fin de mercato hivernal. Officiellement, sous ses nouvelles couleurs Al-Hilal, depuis 2 jours, l'attaquant tricolore a d'ailleurs laissé un message touchant sa nouvelle formation saoudienne. Il dit, je cite, « Je suis très heureux de faire partie de Al-Hilal. C'est une superbe équipe avec une grande victoire et énormément de trophées. C'est comme le Real Madrid, mais en Asie, a-t-il déclaré avec enthousiasme. » Habibou, un autre international, N'Golo Kanté, change aussi de club. Il revient en Europe et signe à Fenerbahçe. Oui, Tarnan, après plusieurs heures de flou des feuilletons, N'Golo Kanté a enfin trouvé son épilogue. Le milieu de terrain français de 34 ans quitte Al-Ittihad après 2 ans et demi en Arabie Saoudite pour s'engager avec Fenerbahçe en Turquie. Habibou, dans cette page sport, il sera également question des meilleurs buteurs européens. Oui, Salamatou, hier mardi, c'est déjà le 17e bilan de la saison du classement des top buteurs européens.
On trouve ainsi les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, en Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse et Turquie. Et Salamatou, c'est Harry Kane qui reste leader de ce classement avec 22 buts en 20 matchs. Kylian Mbappé s'est encore illustré. L'attaquant français affiche désormais un solide bilan. Il a aussi 22 buts en 21 matchs. Le podium est complété par Haaland, le Norvégien, qui comptabilise quant à lui 20 buts en 24 matchs. Et c'est tout pour ce soir. Merci les gars. Merci beaucoup Habibou pour cette actualité sportive. Place à présent à notre rubrique du jour Loti. Le loti du desk des femmes de studio Kalango parle aujourd'hui du risque de laisser un puits ouvert dans une concession. En effet, au Niger, plusieurs maisons disposent de puits et souvent ces puits ne sont pas couverts. Écoutons Rakia Arumi et Samira Rouafi. Loti, Hagwai fa, kai nodi mun gano ne mu ai bai da sai kin gike godin ce mata kan adona ramu irkoi mai no goga ke son kina wura ha zari sanke wura ha ba ramu ifo no ni goga te fuwara ni izo go tarai filora ha kai ni gicin diya maskan da yora ifo subhanallahi habibu mana diyai sai mana ma nan katiyan boba in gida ne ya irkoi ai sabuni se irkoi hinno ga bai hankan ga hingite da matkan ai duka lokacin da ga ai ka gagar da yo jarga a goce ci jing fo ga ginai zo sambu kankan da yoga kai ni gicin diya mu koi ha koin don da kan ga wallahi a kan singa bai zamba ku si filora irkoi ai sabuni se don da kan da yo dira ifo ne gine babo se son wa kai dai irkoi na halasaiti haikul manduwa amma ramu ai singa faham matkin se no ni ginga ko ci kai nawo na habibu ci ne ha windo ganda ga ago fogo ko ni be kan akan gonda da kiman dabu wani wallahi ni be gino ga gan se windo ga din siga bai ami wallahi ni ga bai inda no goga kani ne wa hal girbo ga sambu wati kulmo inda no ga gizari girbo wote koi ne mo ni ga bai amon bai koi da yo dindo da yo sanno bonde ni ga bai kan watu kulne ai ga goizo lakkalai kendi hadde an ture hangandi am kinga dabo asima asidin gam ai ma ni gicim amma ni himga hagwai nin no himga hagwai da yowo dabu yongo watu kulkanci ne igwai ga banda ba dai bo fon da mu koi dai dini bon se halin dabu wali mana dabu koi ne ai sibabi an kan na goga tede da window wora son zamanu wora kan pompai ne anan kula agan bumbo pompi gagan se window wora habibu baba watu kul daidai na sai imu da yowo widai amne se ha inga gaba an ga forage te ya bonno inga sawi haka hannu no forage te ya amma himga bere ko ne ha am bai fonda ki gana hali ga forage singi wendera amma hal wadinka ni himga hagwai da yowo imce ci bagir ya jino wal haifo ima dabu forage ma ga hagom dugu bori dizan kai mbo halasi yan wose anai se inga ni ce hambagar agoba tuno halim kaga hayo wote to aga bori amma wallahi gici ni senim hagoy ko ci am bori hali gudu forage wo banande insha Allah ami ai bumbo dai bonno ga kinga da yo guna hal dai aka ga forage wo goyote ai bumbo dai bonno gate guna ko sai ka ledin yankan kan dai ni kwa gamboda baro nan ai se ai bumbo ila kala kultunu me ai sabu ni se wallahi ai sabur ko sai mo kan nan ni kani bumbo ga di hayawo don ai go no dinga girbe mun babai hankante amin. Voilà, chers auditeurs, nous arrivons au terme de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'était Tarnan Foudé Ahmed et moi-même Salamot Kadiri. À la technique, Lawal Issa et Moussa Hassan à l'édition. Merci de nous avoir suivis et surtout restez fidèles au programme du studio Kalangu. On se retrouve demain pour un autre numéro avec un autre duo. Bye bye. Merci.